Engel. Quand j'étais petite, je voulais être... Quand j'étais petit, je voulais moi, être... quand j'étais petite, je voulais faire... Alors, moi, quand j'étais petite... Petit, moi, je voulais être... J'ai toujours eu envie Petit, je voulais être... Il semble sans complexe, le Deep. Et plutôt profond, le Deep. Mais ne le dit pas, ou pas encore. Alors non, pas besoin de présenter le tennisman, notamment tombeur de Roger Federer, pour s'offrir une médaille olympique au JO de Sydney. Pas besoin non plus de présenter celui qui fut ensuite directeur technique national de la Fédération française de tennis de 2013 à 2017, avant de devenir aujourd'hui directeur du padel, discipline en plein essor. Mais qui connaît les premiers pas sur terre, ou plutôt sur sable, de ce natif de Casablanca ? Oui, qui connaît la trajectoire longue ligne de cet enfant de la balle, jaune et jeune champion du monde junior à l'orée de ses 18 printemps ? Eh bien vous, j'espère, après avoir écouté cet entretien avec Arnaud Di Pasquale. Bonjour Arnaud. Salut Romain. Et surtout, merci d'avoir accepté d'être un nouvel enfant d'Allons Enfants. Ce Allons Enfants, ça t'inspire quoi ? Écoute, je suis ravi déjà d'être là avec toi et d'avoir à répondre justement à ce podcast. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est l'angle que je trouve assez fin pour le coup, parce que c'est vrai qu'on a tendance justement à analyser ce qu'il a pu se passer après. En revanche, on est tous un petit peu, je crois, formatés par ce qu'on a pu vivre. Et l'enfance, c'est quelque chose, je crois, de capital. Il y a un ancrage très fort et qui ressort plus ou moins tôt, mais qui ressort toujours un jour. Alors un jour, c'est ce 11 février 1979, le jour de ta naissance. Tu es français, mais né à Casablanca, au Maroc. C'était un dimanche. Que peux-tu nous dire de plus sur le jour de ta naissance ? Sur le jour de ma naissance, pas grand-chose, vraiment, pour le coup. Pas grand-chose, simplement dire que je ne suis pas arrivé tout seul. J'ai un frère jumeau, faux jumeau, donc on était dans deux poches, donc on est assez différents, en tout cas en termes de caractère, mais quand même, c'est quelque chose d'assez fort et d'assez particulier malgré tout, d'avoir grandi avec quelqu'un, avec un frangin, donc au quotidien, avec quelqu'un avec qui on a partagé notre quotidien jusqu'à 12 ans, jusqu'à mon départ en France. Donc, tout ça a été justement jalonné de plein d'histoires, mais de ma naissance, voilà ce que je dégagerais évidemment, c'est la particularité, ce frère jumeau, qui est toujours évidemment très présent, comme mon autre frère et ma sœur. On est 4 dans la fratrie. Mais voilà, par rapport à ma naissance, et au Maroc, avec une enfance très simple, très joyeuse, vraiment, très sportive aussi, malgré tout, mais multisport. On va en reparler, bien évidemment, mais avant ça, on écoute ton papa. On attendait surtout la libération de mon épouse qui souffrait énormément. C'était de gros jumeaux. Je pense que, voilà, je ne sais pas si ça intéresse beaucoup de monde, mais c'était une libération et la joie, bien sûr, d'accueillir 2 bébés. Mon épouse souhaitait une fille. Ce sont 2 autres garçons qui sont arrivés et ils ont été les bienvenus, comme vous pouvez l'imaginer. Ce qui me fait sourire, c'est d'écouter évidemment mon père et en parler. Je me dis qu'il devait être en panique surtout de voir arriver des jumeaux après avoir eu un mec déjà dans la charge mentale. C'est un terme qui revient, qui est très à la mode, j'ai l'impression, mais j'imagine que ça devait pas être facile. En plus, lui, je crois que professionnellement, à cette époque, c'était pas encore l'embellie et ça devait être beaucoup de stress, je crois, pour lui, pour eux, d'avoir tout d'un coup comme c'est une paire de jumeaux à l'arrivée. Alors, on va replanter un peu le décor, d'accord ? Tu es né le même jour que la révolution islamique en Iran, qui voit l'ayatollah Khomeini prendre le pouvoir à Téhéran. Cette année-là, l'empereur Jean Bédel Bokassa est lui renversé en Centrafrique, et l'affaire des diamants qui s'ensuit obscurcit l'avenir présidentiel de Valéry Giscard d'Estaing. Cette année-là, de manière plus légère, Patrice Lecomte et la troupe du Splendide déboulent au cinéma avec Les Bronzés font du ski, alors que Patrick Hernandez débarque sur les ondes avec Born to be Alive. Côté sport, Cyril Neveu remporte la toute première édition du Dakar, Bernard Hinault s'offre lui son 2e Tour de France, Björn Borg s'impose à Roland-Garros et à Wimbledon pour la 2e année consécutive, et enfin l'Australien Mark Richards décroche lui son premier titre de champion du monde de surf. Selon toi,
l'un de ces événements a-t-il plus particulièrement marqué tes parents ? J'imagine que c'est la victoire de Borg. Alors, c'est la question que je me pose, j'ai un petit doute sur la chronologie. Je me demande si, en fait, moi, la découverte du tennis, pour mon père, je me demande si c'est pas à ce moment-là où il se fait opérer d'une double hernie discale. Il nous l'a tellement répété, ça, qu'il s'était fait opérer du dos. Et c'est là qu'il découvre, en fait, je crois, vraiment ce sport, le tennis, qu'il ne considérait pas vraiment jusque-là. Lui, surfeur, un chouille macho quand même, d'origine sicilienne. Je ne sais pas s'il trouvait que ce sport était un bon sport pour ses enfants. Donc, c'est la découverte, et c'est surtout ma maman donc, qui jouait beaucoup au tennis, qui aimait beaucoup ça, ce qui lui convenait très bien. Lui, il avait plutôt ce truc de vouloir, je crois, montrer un petit peu ses muscles en allant surfer. Alors ton papa, justement, Daniel, ou plutôt Daniele Giuseppe Di Pasquale, italien, avec des origines siciliennes, mais ça tu l'as évoqué, on en reparlera un petit peu plus tard, né en 1947, à Casablanca, lui aussi, et qui devient, par choix, le premier de la famille Di Pasquale à opter pour la nationalité française quand il a 18 ans. Ouais, après c'est assez logique quand même, parce qu'il est quand même né au Maroc sous protectorat français, donc il a quand même cette culture française malgré tout, qui est très installée avec une communauté certes italienne aussi très importante, mais il parle italien tout petit, puis après il va à l'école française, donc de fait assez naturellement, je crois que les choses se font, et aujourd'hui, même s'il parle non pas italien mais plutôt sicilien, il nous l'a jamais enseigné, il nous a jamais parlé cette langue. Donc il y a quand même, finalement, alors après c'est le fameux débat où on se retrouve justement dans les compétitions internationales, où on se retrouve à soutenir une équipe. Moi, évidemment, la France à fond, très cocorico. Lui, malgré tout, il est resté italien dans le sang. Donc, ce qui a fait, quelques animations assez fortes à la maison, assez drôles, assez sympas. Et avec un partage entre les frères. On était souvent 2 contre 2 d'ailleurs. 2 frangins contre le padré et un des autres frangins. Mais ce qui m'a toujours un petit peu fait rire après, c'est que, étant donné que moi j'ai joué pour l'équipe de France, je me suis toujours demandé en fait ce qu'il avait quel positionnement il pouvait adopter par rapport à ça, alors qu'au fond de lui, je crois que dans son sang, comme il est très italien, ses parents sont italiens, il a finalement, non pas trahi l'Italie, mais il a accepté finalement de prendre une petite bifurcation, prendre un chemin différent pour se sentir peut-être encore plus français par le fait justement que j'ai représenté l'équipe de France. Ouais. Ta maman, Elisabeth, née en 1951 à Tanger, un peu par hasard, comme le dit ton père, puisqu'elle est fille de diplomate et se retrouve à ce moment-là, ses parents se retrouvent à ce moment-là au Maroc, et qui va finalement s'installer avec sa famille à Casablanca à la fin des années 50. Là, c'est un background familial un peu différent. Ouais, c'est différent, mais moi j'ai pas ce regard. Encore une fois, mon regard d'enfant, j'ai mes 2 parents qui sont nés au Maroc, qui sont de là-bas. On est tous pieds noirs parce qu'on est tous nés là-bas aussi. Tous les enfants, les 4 donc sont nés à Casablanca. Donc je fais pas de distinguo en fait par rapport à ça, ni de classe sociale, ni de rien du tout. C'est pour moi très clair. J'ai mes 2 parents qui sont j'ai l'italien pour le père et la maman donc française, et qui se mettent ensemble, mais des choses, tout semble assez logique, assez naturel, et en tout cas c'est pas quelque chose qui me marque et auquel je pense aujourd'hui, ni hier, mais avec mon regard d'enfant, c'était quelque chose d'assez basique, d'assez classique là-bas. Alors justement, ce contexte à Casablanca, au carrefour, comme tu le dis, de 3 cultures, t'en gardes quoi, toi, comme souvenir de cette enfance marocaine ? Alors c'est marrant parce que évidemment je me suis posé 1000 fois la question. Est-ce que j'en retiens ? C'est que je ne garde, après je crois que ça sera un petit peu le fil rouge de toute ma vie, que le positif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je me vois absolument pas vivre là-bas. Par exemple, j'ai plein de moments où je suis nostalgique de certains endroits, de certaines odeurs, de certains paysages, et tout change, et c'est normal. Encore une fois, on va pas jouer au vieux à dire que c'était mieux avant. C'est pas du tout ça. Mais en revanche, j'ai cette envie aujourd'hui, et très forte, de garder le regard d'enfant que j'ai eu sur ce que j'ai vécu. Et je veux pas trop y toucher d'une certaine manière. Donc, j'y retourne pas si souvent, parce que justement, c'est très différent aujourd'hui, de fait. Donc, je veux pas le prendre en pleine face, en fait. Je suis très content de ce que j'ai vécu, le club dans lequel j'ai grandi, les plages
où l'on s'est rendu donc plutôt donc pour surfer, pour accompagner mon père qui surfait énormément. Donc je garde une vraie distance volontaire certainement pour ne pas finalement un peu altérer cette image que j'ai gardée et que avec encore une fois beaucoup d'amour, d'affection et de nostalgie parfois. Mais c'est différent. Je suis parti, je crois aussi, peut-être trop tôt, trop jeune, pour avoir cette envie d'y retourner plus régulièrement. J'ai pas conservé suffisamment d'amis, d'amitié, même si j'ai des personnes qui, évidemment, ont énormément compté pour moi et qui y sont toujours. Mais je veux garder volontairement ce regard d'enfant que j'ai trouvé fantastique, avec un terrain de jeu immense, où j'ai l'impression qu'on avait accès à tout. Évidemment, le soleil, la mer, mais le sport, d'une manière générale, c'est quand même ce qui a rythmé nos mercredis, nos week-ends. Donc, on était baignés dedans. Et moi, c'est vraiment ce que je retiens avec des parents, évidemment, très sportifs aussi, qui ont été très ouverts, qui nous ont laissé aller dans la direction que l'on a souhaité, qui nous ont jamais poussé à rien. Simplement, faites du sport. C'était ça un petit peu, finalement, leur phrase. Alors, on a parlé de ta fratrie tout à l'heure, ton frère jumeau, donc Jean-Marc, ton frère aîné Nicolas, et une sœur, une petite dernière, Sandrine. Toi, tu te places comment dans cette fratrie ? C'est compliqué. C'est compliqué quand on a après un parcours un peu médiatique, et surtout quand on a un frère jumeau en plus. C'est un positionnement qui est assez complexe. La petite, c'est la petite dernière, on a 9 ans d'écart, c'est le bébé, et c'est encore aujourd'hui le bébé. Voilà, c'est-à-dire que ça restera à vie, alors que elle a plus de 30 ans. Mais c'est comme ça, c'est le bébé, c'est la petite dernière. Et en plus, une petite fille après 3 garçons. Donc, c'est différent. Mais moi, après, ce qui est compliqué, en fait, c'est mon départ. Ce qui est compliqué, en fait, à gérer, je trouve, c'est de sentir, malgré tout, qu'il y a quand même une attention inconsciente plus importante sur moi que sur mes frères, forcément, qui ont des vies peut-être plus basiques, plus classiques. Attention, j'insiste, il n'y a pas moins d'amour, loin de là. C'est-à-dire qu'il y a un équilibre que mon père, je dis mon père souvent, évidemment, donc je parle plus de mon père après, mais un équilibre beaucoup... Enfin, mon père, il a vraiment fait très, très, très attention, mais malgré tout, je pense que ça devait être une gestion très difficile. Et moi, quand je revenais, j'étais un petit peu, non pas l'enfant roi, parce que c'était pas ça, mais je ne sais pas s'il n'y avait pas une fierté, peut-être, dans le regard de mes proches, de ma famille, peut-être plus forte sur moi. Et je me demande comment mes frères l'ont vécu à ce moment-là. Je me suis toujours posé cette question. On en a parlé après avec mes frères. Je crois que ça n'a pas été toujours évident pour les deux. Alors, quel type d'enfant étais-tu ? À ce sujet, ton père est franchement très élogieux. J'ai presque envie de dire que c'était l'enfant rêvé. Je n'ai aucun souvenir de réprimande. Je n'ai pas de souvenir d'un garçon qui m'a manqué de respect. Ni mon épouse ou moi-même besoin de lui demander d'apprendre ses leçons. Il avait des résultats exceptionnels. Il avait ses tableaux d'honneur. Je ne sais pas si ça existe toujours. C'était un garçon brillant. Ouais, un enfant un peu chiant, quoi. Non, mais c'est hyper mignon ce qu'il dit. Mais c'est vrai que j'étais sans problème. Quand je dis chiant, c'était lisse dans le bon sens du terme, évidemment. Mais c'était, j'aimais aller à l'école. Je travaillais plutôt très bien. C'est ce que mon père dit là. J'étais plutôt bon en sport. J'ai pas fait ma crise d'adolescence. C'était facile. Mais j'étais en fait. J'étais dans mes trucs, c'était très, très simple. J'ai un caractère plutôt assez souple. S'il fallait changer au dernier moment, aller à la plage au lieu du tennis, je faisais pas de drame, alors que j'adorais plutôt jouer au tennis à la place d'aller à la plage. J'aurais préféré. Mais et je crois qu'aujourd'hui encore, je suis plutôt quelqu'un d'assez arrangeant, d'assez malléable. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas pour autant de caractère. Non, mais pas chiant. Plutôt facile. Facile, ouais. Mais certains me diront, en déconnant un petit peu évidemment, oh, c'est chiant. Il y a un côté un peu parfait, là, le petit garçon modèle qui accompagne sa maman faire le marché, alors que personne n'a envie de faire le marché, c'est pas possible. Et puis derrière, il a fait ses devoirs avant les autres. Il y a un côté un peu le sketch du blond, tu vois, qui finalement a tout anticipé et tout va très bien tout le temps. Voilà, j'ai pas eu j'ai pas eu de crise particulière. J'ai juste suivi cette espèce de chemin assez tranquillement et je me suis fait un peu. Alors porter, est-ce que
je sais pas si c'est une part d'inné, de caractère, et que tout ça s'est développé assez facilement, mais en tout cas, ouais, je vois très bien ce qu'il veut dire. C'est mon ressenti aussi. Après, peut-être que il parlerait peut-être de chacun d'entre nous de la même manière, j'en sais rien. Alors, on parle de l'enfance. Quand on parle enfance, on parle forcément d'école. Tu l'as un peu évoqué. C'est plutôt un endroit où tu te sens bien, là aussi. Ouais, je me sens très bien. On est puis j'ai un jumeau, donc on est en plus pas en cours ensemble. Mais je travaille bien, je vis ce truc-là assez facilement. Et d'ailleurs, après, quand j'arrête, parce que je me lance sur ma carrière tennistique et je dois arrêter en première, j'ai passé un coup de fil à mon père pour lui dire, écoute papa, faut vraiment faire un choix maintenant. On peut pas faire les choses à moitié. Je me rappelle, ça a été très difficile comme décision à prendre parce que quand tu as 17 ans, même si tu es bon en junior, t'es pas arrivé. C'est-à-dire que cette dernière marche, elle est très importante et très délicate. Et finalement, je me retrouve dans une position où en même temps, c'est un peu, comment dire, c'est pas une question de vie ou de mort, mais je me dis, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Il faut décider, mais je peux pas faire les deux à moitié. Alors c'est peut-être aussi ce qui a aussi guidé et rythmé ma vie. J'aime pas faire les choses à moitié. C'est-à-dire que donc soit je m'engage dans cette voie et c'est le sport à fond, soit en revanche j'arrête le tennis et je m'engage à fond dans les études pour faire quelque chose aussi de sérieux de ce côté-là. Donc, mais ça a été très compliqué et en même temps. On ne peut pas dire qu'on a des garanties, mais j'étais très bon chez les juniors. En junior 1, je finis numéro 5 mondial. Et l'année suivante, je suis numéro 1 mondial junior. Et là, je passe un coup de fil à mon père. Et je lui dis, écoute, papa, je crois qu'il faut que j'arrête les études. Je sais que ce n'est pas facile pour toi aussi à entendre. Mais c'était presque pas une question que je lui posais. C'était presque... j'avais juste besoin de me confier, de le lui dire... Et il m'a simplement dit, je crois, je te comprends, vas-y, fonce. Et j'ai eu aussi cette chance inouïe, enfin vraiment, et ça, je reviens dessus parce que mon père parle de moi, mais moi, mon père, c'est fou à quel point, finalement, il nous a soutenus, encouragés, guidés, sans prendre de décision pour nous. C'est-à-dire que, et je trouve que c'est absolument génial, hein, alors, parce qu'il a toujours été là, toujours à côté, mais toujours à la bonne place. Voilà, toujours. Et je crois que le danger, malgré tout, et ça, c'est quand même très présent pour moi qui suis quand même dans le sport maintenant. Après, à la fédération, et j'ai suivi beaucoup de jeunes. Les parents ont du mal à trouver ce positionnement, le bon positionnement. C'est très dur parce qu'on n'est pas objectif avec ses enfants, parce que parfois on est trop proche, parfois on déborde, et parfois ça va loin même, évidemment. Et lui, il a toujours un regard bienveillant. C'est toi qui dois décider, c'est ta vie, elle t'appartient d'une certaine manière, avec les conseils du paternel, d'une certaine sagesse, de l'expérience évidemment, mais surtout, il y avait cette espèce de phrase, moi, qui résonnait peut-être, c'est « Vas-y, je te fais confiance ». Et je pense lui avoir bien rendu, parce que dans cette éducation, ce que j'ai adoré, je pense, c'est de discuter beaucoup. Je lui ai toujours tout dit, tout. C'est-à-dire que j'ai pas été qu'un saint ensuite, j'ai aussi fait des conneries, j'ai aussi fait des choses entre 20 et 30 piges que j'ai pu regretter, des choses pas très graves, certes, mais j'ai toujours eu cette facilité à lui en parler, presque le besoin de lui dire, même si c'est dur pour un père parfois d'entendre, j'ai déconné, j'ai fait... j'ai toujours eu cette facilité à pouvoir lui dire, parce que justement, il y avait ce truc où je te fais confiance, t'inquiète pas, je sais que t'es un gars bien, je sais que t'es quelqu'un de bien, je peux tout entendre. Un climat de confiance. Alors on parle du sport, évidemment, beaucoup depuis le début de cet entretien, qui occupe d'ailleurs une place importante dans l'ensemble de la famille. Et là, encore une fois, c'est ton papa qui en parle très bien. Disons qu'on est sportif dans la famille. Mes parents, mon père particulièrement et mes oncles étaient des sportifs, pas de haut niveau, mais de très bons sportifs. Donc on nous a inculqué le sens du sport, de l'effort. Arnaud en a hérité, j'en sais rien, mais bon, disons que nous avions une vie au bord de la mer. On a découvert les premières vagues, le surf, et j'étais personnellement très loin du tennis. C'est mon épouse qui, ne pouvant plus me suivre sur les plages l'hiver, m'a proposé de s'inscrire dans un club. Elle s'est inscrite au tennis, et c'est comme ça que les enfants ont commencé à taper quelques balles contre le mur, puis ensuite faire des petits matchs. Pour ce qui me concerne, j'étais très loin de tout ça. Ouais, mais l'environnement dans lequel on a baigné, c'était ça, c'était le sport. C'est-à-dire que lui, moi, je sais qu'il a fait de l'escrime, de l'équitation, de l'athlétisme, beaucoup de surf.
Le sport était très présent. Et après, ouais, c'est ce qu'il explique très bien. C'est pour ça que c'est étonnant, finalement, d'être allé vers le tennis. Au regard, justement, des sports que lui avait pratiqués. On n'avait pas d'appétence particulière pour le tennis. Et en effet, c'est ma mère, c'est ce qu'il explique très bien, qui finalement décide, parce que c'est compliqué de le suivre, parce que les sessions de surf sont longues, et que de temps en temps, quand il fait pas très beau et qu'il surfe quand même, il y a 3 mômes maintenant, et qu'il faut peut-être être un peu moins égoïste, peut-être. C'est pas de l'égoïsme, évidemment, je le dis avec beaucoup d'affection, mais je pense que voilà. Et donc on s'inscrit dans ce club, et nous on a vraiment clairement le regard de notre mère qui joue au tennis, alors je sais pas si elle jouait depuis longtemps ou pas. En tout cas, moi j'ai dans mon esprit une maman qui a toujours joué un peu au tennis, mais je pensais qu'elle jouait très bien, moi, à l'époque. Encore une fois, le regard d'enfant, on a toujours l'impression que nos parents sont très très forts dans tout. Ils le sont, évidemment. mais là, quand je repense à tout ça, c'est rigolo parce qu'elle était non classée. Alors peut-être qu'elle jouait un petit classement, mais quand je dis un petit classement, elle jouait peut-être 30 ou 15-4 pour ceux qui connaissent. Le classement, c'est plutôt assez bas. C'est bonne joueuse de tennis, de club, chouette. Et on y passait du plaisir. Ouais, du plaisir à fond. On y passait de plus en plus de temps. Elle prenait des cours. Je me rappelle, on allait la regarder. Et puis nous, finalement, on s'est retrouvés aussi peut-être à l'attendre un petit peu, et on a eu nos premières raquettes, et c'est là vraiment que tout a démarré. Les 3 frangins qui se retrouvent avec une raquette chacun, et pas sans avoir le droit encore d'aller sur les terrains de tennis, parce que un club privé sur lequel il y a des règles, et je me rappelle même à l'époque, on avait le droit de jouer il y avait 18 terrains sur 16, 17 et 18. Autant dire qu'ils étaient tout le temps pris par des gamins et qu'on pouvait pas jouer, donc on se retrouvait au mur et on jouait tout le temps. Et c'est surtout aussi à la sortie de l'école, on était dans un immeuble, au 2e étage d'un immeuble, et il y avait une cour dans notre immeuble. Et c'est vraiment là que tout démarre au tennis, où on prend nos raquettes dès qu'on rentre de l'école tous les 3, et puis on se réunissait avec tous les copains de l'immeuble, et on se faisait des éliminatoires au mur. Il y avait une fenêtre dans ce mur qui donnait sur un appartement. Je pense qu'on en a emmerdé plus d'un de gars dans l'appart. Alors justement, c'est après cette expérience du mur, qui est quand même assez déterminante, tu parles toi d'une rencontre passionnelle avec ce sport. Tu avais essayé, comme tu l'as dit au CAF, là, le cercle amical français de Casa, une multitude de sports. Comment t'expliques que ce sport a pris une place plus importante que les autres ? J'ai le souvenir de la première raquette que l'on m'offre déjà, donc ce qui est assez rare, et je n'ai pas ce souvenir qu'on m'ait dit la première fois tu vas faire, je sais pas moi, du ping-pong, du volley. J'ai pas le souvenir de la première fois. La première fois au tennis, j'ai ce souvenir. Déjà, ça m'a marqué. Je me rappelle très bien de cette petite raquette en bois. Après, c'est une question que je me suis posée 1000 fois. Pourquoi le tennis plutôt qu'un autre sport ? Alors, est-ce que c'est un peu social ? Est-ce que c'est la cour d'école ? Est-ce que c'est le fait d'être un peu meilleur dans un truc et de pouvoir s'exprimer qui fait qu'on va continuer un peu plus dans cette voie plutôt que dans une autre ? J'en sais rien. Peut-être un peu. Après, il y a un peu de ça, mais je ne crois pas que ce soit ça. Après réflexion, quand je fais un peu cette espèce d'analyse, je me dis, surtout, je suis tombé vraiment amoureux, en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu un truc assez dingue. C'est-à-dire que je pouvais passer des heures et des heures et des heures au mur vraiment, sans aller déjeuner. Il fallait que mon père vienne me chercher pour me dire viens au moins manger un sandwich, bois un peu. J'étais dans mon truc, dans ma bulle, focus sur en te faisant des films, parce que tu te fais des films, tu as l'impression d'avoir des adversaires au mur, la balle revient tout le temps, c'est génial, tu gagnes jamais, mais c'est ça qui est bon. Et t'as une ligne simplement qui est droite, ensuite tu vises des endroits, donc après... En fait, tout seul, tu t'inventes des entraînements, tu t'inventes des matchs, et quand il y a des copains, tu fais des éliminatoires, et tu restes, et je restais, mais vraiment des journées entières, et je leur demandais, je crois même, de temps en temps, de me déposer au club, les fois où ils voulaient aller à la plage, et après, c'est les tournois qui ont commencé. Mais c'est comme ça, vraiment, que j'ai démarré, et que j'ai appris le tennis, même s'il y a eu quelques cours de tennis au CAF, donc, mais c'était à dose homéopathique, c'est-à-dire que je faisais 30 minutes de cours, c'était ridicule par rapport à ce qui se faisait en France notamment, déjà à l'âge que j'ai, un peu avancé, j'ai entre 8 et 10 ans à ce moment-là, en termes de volume, c'était rien du tout. En revanche, je compensais énormément par le mur. Alors, à côté de ça, 8-9 ans, tu fais tes premiers tournois, Poussin, Benjamin, on va pas se mentir, tu gagnes presque tout. Tu deviens même champion du Maroc dans les 2 catégories Poussin-Benjamin. En étant français, là, tu sens quand même que tu es au-dessus des autres.
Je sens que je suis au-dessus, mais j'y pense pas. C'est pas quelque chose qui me... Je sais pas, j'y pense pas. C'est comme quand t'es gamin, tu fais ton truc, tu gagnes, c'est génial, c'est super, tu rentres à la maison, t'as tes frères, tu reprends ta vie. Mais je suis pas du tout dans une démarche, à ce moment-là encore, c'est trop tôt de me dire, je rêve de tennis, d'être professionnel en tout cas. Je me dis juste, ce sport est génial, j'adore ça, je vais y jouer, j'ai envie d'y jouer... Mais ça s'arrête là. Je trouve que les choses sont plus simples que ça, dans l'absolu. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'après, une fois avoir glané quelques titres de champion du Maroc, je crois qu'aujourd'hui, les étrangers ont plus le droit, forcément, de participer au championnat du Maroc, parce que ça faisait un peu bizarre d'avoir un champion du Maroc français. Donc ça a changé, ça a évolué. Mais après, moi, les souvenirs que j'ai au-delà des compétitions, c'est plus des enseignants qui m'ont bousculé. Et je comprenais pas pourquoi ils me bousculaient moi, plus que parce qu'on prenait des cours collectifs avec mes frères. Et souvent, on mettait un 4e larron, donc on était 4 sur des cours collectifs. C'était assez cool. Et j'avais l'impression qu'ils s'en prenaient tout le temps à moi. Et je me rappelle d'une fois où c'est vraiment le premier entraîneur, c'est Hervé Le Toquet qui me faisait faire les fameux trucs où tu rates une balle, il te fait faire la chaise, donc tu dois rester à l'équerre comme ça pendant 30 secondes, 1 minute. Ensuite, il te poussait un peu plus, il t'envoyait des balles pour s'amuser. Alors ça peut paraître un peu violent ou torsionnaire comme ça sur le discours que je peux tenir, mais en fait, c'est aussi une bonne éducation. Et j'étais allé le voir, presque en chialant une fois, je crois. On va dire, mais je comprends pas, t'arrêtes pas en fait T'es plus dur avec moi. Vouloir. Pourquoi t'es dur? Pourquoi tu m'en veux? Et je me rappelle, et ça m'a aussi vraiment marqué. Il m'a dit, je suis dur avec toi parce que t'es bien meilleur que les autres. Et je crois que tu peux très bien jouer au tennis. Et j'ai 9 ou 10 ans. Et ça a résonné. Et c'est un truc qui ressort après, mais je me rappelle très bien. Et je l'avais complètement donc intégré derrière. Et je l'avais accepté. Et donc, il était beaucoup plus dur avec moi parce que, apparemment, si j'ai bien compris, j'étais peut-être un peu plus doué que les copains et mes frangins. Alors au CAF, tu rencontres également à ce moment-là Pierrick Montan, un autre joueur de tennis qui a une petite dizaine d'années de plus que toi, avec qui tu disputes d'ailleurs quelques tournois en double. Voilà ce que lui pense de toi sur le joueur qu'il rencontre à l'époque. Arnaud avait déjà, à cet âge-là, une maturité qui était incroyable. C'était vraiment cette maturité-là qui, moi, m'étonnait beaucoup. Il avait déjà ce côté sérieux à l'entraînement. Pour un gamin de 9 ans, moi je vois des gamins qui ont 9, 10, 11 ans, qui s'entraînent au club avec moi, avec d'autres moniteurs. J'ai jamais, depuis Arnaud, retrouvé un enfant avec une envie de s'entraîner comme ça, un sérieux à l'entraînement. Voilà, plus bien sûr quelques facilités au niveau de son jeu, quoi. Techniquement, à 9 ans, il savait déjà faire un lift, faire un shot, faire une deuxième balle de service lifté. C'est pas tous les jours qu'on voit ça. Ce que je me dis surtout quand j'entends ce que Pierrick dit, il y a plein de trucs, plein de souvenirs avec Pierrick. C'est quand même grâce à lui derrière que je m'en vais. On va en parler. Mais Pierrick, quand il parle de maturité, je me mets aujourd'hui dans la peau du papa que je suis avec mes enfants. Et finalement, tout est un peu biaisé. Parce que je reviens un petit peu sur ce garçon un peu facile que j'étais, qui travaillait, faisait ses devoirs, qui finalement avait la concentration tout le temps quand il allait faire du sport. Mais c'était pas que le tennis, finalement, c'est ce que je faisais. Je le faisais plutôt bien à chaque fois, avec envie, avec certaines rigueurs même. Et aujourd'hui, je pense que, de fait, je suis un peu... il faut que je fasse attention parce qu'avec mes enfants, et je me suis posé 1000 fois la question, j'ai tendance à être un petit peu exigeant avec eux sur le sport. Comme moi, c'était naturel, et c'est là où il faut que je me dise, hop, on est tous différents, il faut que tu acceptes que ton gamin, ton garçon en plus, petit transfert avec le garçon, j'ai un garçon et une fille, qui puisse être différent, qu'il ait envie de le vivre autrement, qu'il ait juste envie de s'éclater, de s'amuser, et de faire le zouave de temps en temps. C'est pas parce que toi, tu as été comme ça et que tu as trouvé ça normal et naturel que lui doit l'être. Et c'est vrai que c'est pas facile après, je trouve, parce que quand t'es gamin et qu'aussitôt tu trouves presque un peu ta voix, c'est facile. Et donc, c'est plus, ça m'inspire plutôt ça quand j'entends ce que dit Pierrick. Et après, sur la maturité, c'est ce que mon père a dit. J'ai l'impression que je savais déjà ce que je faisais, ce que je voulais. C'était clair, en fait. Et quand je le faisais assez bien.
Alors après, il y a ce fameux été 1991. Tu as 12 ans. Ouais. Là, tu pars en France pour la première fois, faire une tournée de 6 tournois en Pays de Loire et Poitou-Charentes, toujours en compagnie de Pierrick, qui lui, à l'époque, n'a alors que 20 ans. J'avais une vieille Volkswagen Polo rouge que j'ai récupérée et on a écumé la France tous les deux dans cette bagnole, donc c'était sympa. Le premier tournoi qu'on avait fait, on dormait, c'était soit à l'hôtel, soit dans des dortoirs qui étaient faits pour ça, pour les tournées Benjamin. Donc le premier, deuxième tournoi, il était collé à mes basques et puis dès le troisième tournoi, je le voyais plus, quoi. Il était avec tous les potes. Voilà, il volait de ses propres ailes. C'est marrant parce que lui, quand je pars avec lui, c'est un gamin. Il a 20 ans. Et en fait, c'est lui qui finalement dit donc à mes parents, il joue pas mal parce qu'il était en train de passer son diplôme d'État à Poitiers. Et à Poitiers, c'est un centre national d'entraînement. Donc, il avait cette petite référence de pouvoir dire, il y a des gamins qui jouent, j'ai pas l'impression qu'Arnaud soit beaucoup moins bon. Voilà le message. Mais encore une fois, on est du même club, on se connaît depuis toujours. Ça peut manquer d'objectivité et on sait comment ça se passe. Et finalement, c'est moi, en lisant les Tennis de France et les Tennis Magazine, quand même, qui supplie mes parents de partir faire cette fameuse tournée, ces fameux tournois. Mais je les supplie, je leur dis, s'il vous plaît, j'ai juste besoin d'aller voir si, à l'époque, donc, de mon année d'âge, c'était Jean-René Lisnard, c'était la grande rosta, quoi. C'était la star du moment. Il gagnait tous les tournois, il était parti chez Boll et Thierry. Et je me disais, je suis champion du Maroc. Qu'est-ce que je vaux peut-être en France? J'aimerais bien aller me mesurer à eux. Et si je partais, donc, et je les ai suppliés. Et donc, mon père et ma mère, donc, à ce moment-là, ont cédé. Et je suis parti un mois faire 6 tournois. Et c'est vrai que c'est des super souvenirs. Et c'est ce qu'il dit. On récupère une vieille bagnole et on roule, on dort n'importe où, n'importe comment. Enfin, et moi, encore une fois, je suis super bien, je suis super heureux. Je pars jouer au tennis. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et personne ne me connaît. C'est surtout ça qui est drôle. Ils voient un petit Marocain débarquer avec des petites bouclettes blondes, là, une casquette, une paire de chaussures, mais enfin voilà, à l'arrache, complet. J'avais jamais fait un footing de ma vie. Tout le monde était déjà presque aguerri, professionnel. C'était marrant. Et là, j'arrive et je gagne un match, je gagne 2 matchs, je gagne un tournoi, je gagne 2 tournois, je gagne 3 tournois, je gagne les 6 tournois. Et là, c'est hallucinant. C'est-à-dire que j'ai perdu plusieurs kilos. J'avais jamais joué autant de ma vie. Et je suis rentré et là, tout s'enchaîne à une vitesse folle derrière. C'est notamment lors de cette fameuse tournée que tu vas rencontrer Simon Viau, adversaire d'un été, mais toujours ton ami aujourd'hui. Dans notre petit microcosme du Poitou-Charentes, on avait entendu parler d'un jeune Marocain qui se baladait avec son entraîneur dans une golf pour écumer les tournois et les remporter. Donc on était à la fois curieux de découvrir le petit phénomène et puis impatient d'en découdre, puisque on avait quand même envie de se confronter. Et puis finalement, assez rapidement, les choses ont été très radicales. Arnaud était très très au-dessus du lot. Il s'est emparé des 3 tournois proches de Royan, sans véritablement trembler devant aucun des joueurs de qualité d'autres régions. Donc ça a été assez vite plié d'un point de vue du talent du bonhomme. Tu le joues toi sur un des 3 tournois? Je joue 2 fois, ouais. Je crois que le premier tournoi, je perds en finale, et sur le troisième, je perds en demi, je crois. Sans score, sans appel, j'aurais bien voulu te dire que j'avais pris un 7, mais je crois pas. Donc, non. Tennistiquement, je peux pas te dire précisément ce qu'il avait en plus que les autres. Techniquement, il avait un excellent coup droit, un excellent revers, il était physique. Et il avait quelque chose que les autres n'avaient pas déjà à cet âge-là. Je sais pas, ouais. Je me rappelle pas l'avoir joué, c'est marrant. Je sais qu'on sait tout, mais non, mais c'est drôle parce que je me rappelle pas des matchs. Simon, je me rappelle très bien évidemment de l'avoir rencontré à cette époque. On avait passé déjà beaucoup de temps ensemble. Mais ce truc en plus dont il parle, je sais pas. On en revient peut-être toujours au même point, ça revient un peu en boucle. C'est un peu cette maturité, je crois, par rapport aux autres. À cet âge-là, j'avais l'impression que j'étais déjà plus fort mentalement que tous les joueurs que j'affrontais. Et je suis pas sûr que tennistiquement, j'étais beaucoup plus fort. En revanche, c'est sûr, mentalement, je savais pourquoi j'y étais. Malgré tout, c'est quand même ce fameux
premier voyage en France, où tu en parlais tout à l'heure, tu avais envie de te tester, tu fais 6 tournois, tu gagnes les 6. Là, il y a quand même un truc dans ta tête. Tu es quand même conforté dans l'idée qu'il y a quelque chose en plus à faire. Mais je suis conforté. Mais moi, je dois rentrer au Maroc et rentrer à l'école au Maroc. C'est pas, encore une fois, le truc, c'était de dire, je vais faire 6 tournois en France. Bon, je savais pas que je gagnerais les 6. Mais je voulais juste faire quelques matchs, me confronter aux meilleurs Français. Ils n'étaient pas tous là. Les tout meilleurs n'étaient pas là. Mais ensuite, c'était, je rentre et je retourne à l'école, en famille, enfin... Et en plus de ça, dans un contexte familial compliqué. Donc en fait, je n'avais pas en tête de pouvoir imaginer qu'en 15 jours, il y avait une décision qu'on devait prendre derrière. C'est surtout ça. C'est là où c'est fou, parce que c'est cette décision que prennent mes parents, parce qu'ils me voient, je pense, le plus heureux du monde, en fait. J'essaie de me mettre à leur place et d'essayer de me dire, mais comment ils ont pu accepter tellement... Enfin, c'est hallucinant de se dire, t'as un gamin j'ai 12 ans à ce moment-là, qui a 12 ans, qui vient de gagner quelques matchs de tennis, mais nous emballons pas non plus, et qui rentre, je dois avoir la banane, mais est-ce que c'est suffisant pour dire, alors qu'il n'y a quand même pas de moyen de communication à cette époque, de dire je vais laisser mon petit garçon de 12 ans, alors qu'il y a 2 frères, une sœur, alors que ma maman est malade à ce moment-là, et que c'est compliqué à prendre, c'est lourd comme décision. Et je crois qu'en fait, ils ont eu des coups de fil de la part de la fédération, de la part de responsables de région qui ont dû leur dire, genre moi, j'ai pas vécu ces trucs, c'est mon père qui, a posteriori, m'en a un petit peu parlé, et qui leur ont dit, votre gamin joue vraiment pas mal, en fait. Est-ce que vous seriez enclin à le laisser intégrer un sport-études? Et là où c'est super fort, c'est qu'ils m'en ont parlé, en fait. C'est ça, parce qu'ils auraient très bien pu le garder pour eux, ne rien me dire, et remettre un peu le couvercle sur la marmite et dire c'est terminé, on éteint tout ça, c'était super, et tu retourneras jouer des tournois pendant les vacances. Et ils m'en ont parlé, ils m'ont demandé. Je trouve ça fou qu'à 12 ans, c'est presque une discussion déjà qu'on a pu avoir. Et là, quand ils me disent ça, je crois que le souvenir que j'ai, c'est je saute de joie. Ils peuvent même pas m'en empêcher. Et je crois que c'est plus fort qu'eux. C'est juste, ils ont voulu mon bonheur, et ils ont accepté de me laisser partir en sport-études. Donc voilà, juste pour résumer, tu pars pendant 1 mois faire ces 6 tournois, tu gagnes tout. On est même obligé de t'acheter un Pierrick raconte un sac à l'aéroport pour mettre toutes les coupes dedans et ramener tout ça à la maison. Tu rentres très peu de temps et tu repars finalement direction Poitiers, le CREPS, le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive. Et là, c'est un changement de vie radical. C'est un changement de vie, radical. Tu passes de tous tes week-ends à la plage, quasiment, au Crêpes de Boivre, donc à Poitiers, où moi, j'ai jamais eu un hiver à moins de 15 degrés. Et là, des footings, un entraînement quasi bi-quotidien, presque, quotidien ou bi-quotidien. Mais c'est pas, en fait, ça, je suis hyper heureux. Moi, je pense pas à tout ça. Je suis plus joyeux du monde, en fait, que de me dire, mais tu te rends compte la chance que j'ai. Je vais jouer au tennis tous les jours. Voilà, point. Je m'arrête à ça. En revanche, ce qui était très dur à vivre, c'était tout le reste. C'est de quitter mes frangins. C'est ma sœur qui est tout bébé. C'est ma maman qui est très malade à ce moment-là. Là, j'ai vraiment des souvenirs où je suis dans ma piole le soir, où t'as le temps quand même de gamberger et tu penses à beaucoup de choses. Est-ce que je suis pas en train de me tromper? Est-ce que c'est ma place? Est-ce que je dois être là? Alors, est-ce que c'est pas égoïste? Je me pose vraiment ces questions à cet âge-là. Et en même temps, quand t'es petit, parce que je suis petit quand même, j'ai 12 ans, je suis très partagé entre vivre ce rêve et l'impression de les abandonner. Je suis tiraillé et je vis mon truc pleinement quand même, et je rentre à chaque vacances et je suis dans des familles d'accueil le week-end pour pas être tout seul au Crêpes. Tout ça paraît triste quand je le raconte, alors que moi, c'était fabuleux. J'allais justement chez Simon, j'ai découvert Simon, son frère. C'est une seconde famille pour moi. C'est devenu mon meilleur ami, mon témoin de mariage. Donc les souvenirs que tu tisses à ce moment-là, que tu crées, ils sont à vie, ils sont là pour toujours. Et il y en a d'autres, mais c'est plus le contexte familial qui
qui faisait que je me posais évidemment beaucoup de questions. Ouais. Alors dans Allons enfants, on aime bien offrir un petit cadeau à notre invité, qui est généralement quelque chose qui permet justement de se replonger un petit peu dans l'enfance aussi. Donc j'ouvre. Tu ouvres et tu nous racontes. Une banane. Qui c'est qui vous a donné le coup de la banane? Mais c'est pas l'original, rassurez-moi. Ouais, très bien. Alors ce n'est pas le fruit, hein? Ah, non, c'est une banane qu'on met autour de la taille. Ça revient, je crois que ça revient à la mode. Attention. Alors la banane, ouais. Je crois qu'on s'est pas mal foutu de moi à l'époque. Mais c'est, à 12 ans, à un moment, je me retrouve quand même à faire avec mon baluchon des allers-retours. Casa, Bordeaux, puis le train, Poitiers, le taxi, enfin tout ce qu'on peut imaginer dans un transport comme ça, tout seul. Donc j'avais dans ma banane ma petite carte bleue que mon père avait demandé au Crédit Lyonnais, la fameuse carte Cléo, je pense, avec mon passeport, avec tout ce qui paraissait indispensable, et c'est là-dedans que tout se passait. J'avais tout le temps cette banane, que ce soit sur la tournée d'été, je sais pas si je l'avais sur la première, mais ensuite elle m'a jamais quitté, mais c'est mes parents qui m'ont mis ça autour de la taille pour me dire voilà, c'est ce que tu as de plus important, mais ça me fait rire. Je sais pas pourquoi vous m'avez ressorti cette banane, mais ouais, c'est assez marrant. La mienne était beaucoup plus jolie, elle était rose fluo et jaune fluo. Quid justement d'Arnaud Lado? On a une petite version selon Simon. Arnaud, il est arrivé avec cette coupe un peu, avec les cheveux un peu longs derrière et un bomber vert kaki. Donc il détonnait un petit peu par rapport à ce look-là quand il est arrivé. Donc il avait dans une espèce de banane un Discman, des CD aussi qu'il avait. Donc il avait des CD de Def Leppard, quand même une musique un petit peu métal, quoi, art metal. Donc ça me faisait marrer. Sa piole, elle était plutôt rangée. C'était pas un bordélique. J'étais en chambre 31, j'étais en chambre 27. On était quasiment en face, quoi. Et quand le surveillant n'était pas vigilant, on se retrouvait dans une piole et à refaire un peu le monde, à discuter des vrais problèmes d'adolescents hors sport, c'est-à-dire les filles, quoi. On avait notre petite vie là-bas, on était 12 ou 15 mômes, mais Arnaud était unanimement, je pense, apprécié de l'ensemble des camarades, et tout sport confondu, notamment le basket. Il est coquin le Simon. Ouais, j'étais un calme, moi. Et c'est vrai, il a raison. Dès qu'il y a le surveillant, il passait dans ma piole, on refaisait le monde. Alors le monde, à notre manière, à cet âge-là, à 12-13 ans. Mais c'est vrai qu'à l'étage supérieur, t'avais les basketteuses. Et à cette époque, elles étaient déjà très grandes et bien plus formées que nous. Et ça commençait à nous travailler un petit peu le cerveau. En effet. Tu es aussi fan de Stefan Edberg, ouais, qui est peut-être, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, ce Suédois au jeu offensif, le roi du service volé, dont tu collais les photos dans un cahier, Dixit ton papa. C'est ton modèle, c'est ta référence? Ouais, c'était mon modèle parce que je trouvais que sur le terrain, l'attitude qu'il avait était l'attitude parfaite, celle qu'il fallait avoir en fait. C'était plus ça. Alors son jeu, admiratif de son jeu aussi, mais c'était plus son attitude, son comportement, le fait de rien dire, de rien lâcher, une espèce de poker face, très sérieux. Et après, pourtant, ce qui est assez marrant, c'est que j'avais ni son jeu, ni son attitude. Donc c'est assez rigolo. Donc ça a été un modèle et une inspiration pendant plusieurs années, c'est vrai. Et j'avais ce petit cahier, et ça me fait rire. Je me rends pas compte, en fait, avec le recul, parfois, je me dis, c'est vrai que j'étais vraiment passionné, en fait. Et c'est vrai que je collais des images et j'écrivais des petits mots parfois de temps en temps. Et c'est vrai qu'Edberg, c'est celui que je suivais le plus, c'est celui que j'ai préféré. On a parlé de cette adolescence, de ce petit blondinet du Maroc, plutôt beau gosse, faut le reconnaître. T'étais finalement aussi très bien dans ta peau. T'as pas eu cette adolescence, t'as pas eu de moments un peu délicats. Non, j'ai pas rencontré de problèmes majeurs. Encore une fois, j'ai toujours eu le sentiment d'être très chanceux, mais en pleine conscience. Et quand je suis donc parti pour jouer au tennis, je trouvais que c'était absolument fou de pouvoir joindre, justement, le sport et les études. Je trouvais ça complètement fou. Moi, de Casablanca, qui partait
de mon petit club, de la plage, et de me dire, je me retrouve dans un centre d'entraînement en France, et j'avais conscience que c'était une chance folle. Et je me disais, c'est génial. Et tout était génial. Et je ne sais pas si je l'ai développé, mais j'ai toujours trouvé que la vie était vraiment géniale. Mais le quotidien, même à Poitiers, avec ce décalage, c'est ce que tu me disais, ce décalage, pas juste au niveau du climat, à bien des égards, j'ai toujours trouvé ça génial. Pourtant, malheureusement, on est un peu obligé d'en parler parce que c'est évidemment un moment très dur et évidemment marquant de ta vie. Tu perds ta maman en 1992, ta maman qui décède malheureusement d'un cancer. Elle n'est pas si facile que ça, la vie quand même. Non, elle est sur le moment, c'est très dur parce qu'à cet âge-là, on n'imagine pas, on pense que voir un de ses deux parents partir est impossible. Voilà, c'est simple, c'est impossible. C'est-à-dire que je savais qu'elle était malade et qu'elle luttait contre la maladie depuis de nombreuses années, mais je me couchais, je me rappelle le soir tout seul à Poitiers, en regardant la fenêtre, et je me disais, mais de toute façon, c'est pas grave, elle sera encore là demain et elle partira jamais. Enfin, je savais qu'elle était très malade, mais c'était impossible jusqu'au jour où c'est arrivé. Mais en même temps, c'est elle qui m'a mis au tennis. C'est elle qui a... Ça, je me rappelle très bien. On a eu une discussion où, avant, justement, quand je rentre de ces fameux tournois que j'ai gagnés et où la décision est à prendre de partir, et je me rappelle, elle était en crise. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Mais il y avait des moments un peu de creux quand même, où c'était pas simple, avec des grosses fièvres, avec des moments de blues, je crois, aussi assez forts, même si elle a toujours été très forte devant nous. Et je me rappelle d'une discussion où on est, je crois, tous les deux en pleurs. Et elle me dit, il faut que tu y ailles. Il faut que tu partes. Elle me dit, il faut que tu y ailles. Et je lui disais, je peux pas partir, je peux pas vous laisser, je peux pas te laisser. Tu parles à ta mère à ce moment-là, tu parles à ta maman, et t'as 12 ans, t'es quand même encore un bébé, quoi. Et je lui dis, je peux pas y aller. Et elle me dit, fais-le pour moi, vas-y. Et je me rappelle, c'est une discussion, on a tous les deux à ce moment-là, qui est quand même très, très forte. Et donc, elle m'encourage à y aller. Et à partir de là, c'est aussi une sorte de libération pour moi, parce que j'avais besoin, c'est pas simplement qu'elle m'encourage, mais qu'elle me pousse à ce moment-là, parce que c'était pas simplement un encouragement, ça aurait pas été suffisant. Mais elle était dans un moment, et je sais qu'il y en a eu beaucoup, et que j'ai pas vécu moi, et ça, c'est le regret que j'ai aussi. C'est-à-dire que ça, pareil, quand j'en parle, moi, je suis parti, et quand je dis l'abandon, ils ont vécu des choses que moi, j'ai pas vécues, des moments durs que j'ai pas vécus. J'en ai vécu certains, mais moins qu'eux. Et j'aurais aimé partager ça avec mes frères, parce que je sais combien ils ont dû aussi en souffrir. Et donc j'ai suivi son conseil, ou je sais pas si c'était juste un conseil. Et donc, c'est là que je suis parti, et je revenais, donc voilà, à chaque vacances. Mais c'est elle qui me met le pied à l'étrier, c'est elle qui... Et donc, j'ai toujours ce truc où après, il fallait que je joue de manière peut-être inconsciente, indirecte, un peu pour elle. Et je le fais avec des objectifs qui sont très importants, parce que j'ai l'impression de vouloir rêver comme un gamin qui veut être numéro mondial. Mais au fond de moi, j'ai pas cette ambition que certains ou certaines peuvent avoir sur le circuit aujourd'hui. Moi, c'était juste, il faut juste que je lui montre que je peux être un bon joueur de tennis. Je sais pas si on peut dire grand, mais en tout cas un bon joueur de tennis. Et je crois que ça a été un avantage très fort au tout début, dans mon ascension, parce que ça m'a permis de brûler clairement toutes les étapes et d'aller très vite. Et j'ai été champion du monde junior, et l'année suivante, je suis dans les 100 premiers mondiaux. Et après, en revanche, une fois que j'ai atteint une sorte d'accomplissement, d'avoir joué les grands chelems, d'avoir joué les meilleurs joueurs de ma génération, donc à l'époque, début des années 2000, c'était les Sampras, je sais pas, Agassi, Rios, Safin et compagnie. J'ai l'impression d'avoir coché les cases, et je me suis dit, ça y est, je l'ai fait, en fait. Je sais pas si j'ai besoin de plus. Et c'est terrible, en fait, parce que je sais pas si je devrais dire tout ça, mais c'est une réalité. J'ai eu l'impression, voilà, d'être arrivé, en fait, d'avoir atteint mon objectif. Cette période et ce moment charnière de ta vie a peut-être aussi mis en avant une certaine force de caractère. C'est en tout cas la vie de ton papa. Je me suis rendu compte, et l'avenir l'a prouvé,
qu'Arnaud était au-dessus. Il a su gérer ça mieux qu'un adulte, à savoir avec un tempérament de combattant. Ça n'a fait que renforcer sa détermination de réussir dans ce choix qu'il a eu à 12 ans, de partir, d'essayer. Et comme c'est un garçon un perfectionniste, il a foncé, et je dis bien, on a eu l'occasion d'en parler, ça n'a fait que renforcer sa détermination. Est-ce que sa douleur a renforcé sa détermination? Oui, certainement. Certainement. Moi, je le vois pas vraiment comme ça. Je comprends. Mais dans la détermination, c'est moi au contraire, moi je sais pas si c'est lié. Moi, ce que je me suis dit très tôt, très rapidement, c'est ok, j'ai compris, on n'a qu'une vie, on n'a pas le droit de passer à côté. Chaque jour compte, mais très tôt. Et en fait, alors c'est en lien peut-être avec le fait de faire les choses à fond, de s'engager pleinement dans ce dans quoi on s'embarque. Mais c'était pas la détermination, je crois pas, enfin, en tout cas, l'ambition, la détermination, c'est pas les mots que je mets dessus. Moi, ce que je me dis juste, c'est qu'on n'a qu'une vie et que tout peut filer très vite et qu'il peut se passer n'importe quoi demain. Donc, fais-le à fond, éclate-toi. Et très tôt, en revanche, avec le fait d'avoir relativisé, justement. Et pareil, ça, parce que j'en ai parlé beaucoup avec mon père. Je lui disais, mais à l'excès, j'ai très vite relativisé. La victoire, mais la défaite aussi. Alors certains pourront dire que c'est bien, mais à un moment, on dit souvent, faut avoir la haine de la défaite. Moi, la haine de la défaite, je l'avais pas. Je leur disais, mais il y a quand même pire dans la vie, non, que de perdre un match à Acapulco et de pouvoir aller à la plage et s'éclater avec des potes et de gagner de l'argent accessoirement. En plus, enfin, j'ai pas le droit en fait. Je m'interdisais presque d'avoir le droit d'aller mal pour entre guillemets une simple défaite. Voilà. Alors que finalement, pour être numéro 1 mondial et vouloir gagner des grands chelems, vaut mieux avoir cette haine de la défaite. Alors on évolue un peu dans le parcours. Après l'INSEP, tu intègres en 1996 le CNE, le Centre National d'Entraînement, à Roland-Garros, où tu fais la rencontre de Georges Goven et d'Alain Solves, qui deviendra ton coach personnel. Voilà le souvenir qu'Alain garde de toi comme joueur à l'époque. Il avait très rapidement des capacités physiques supérieures à la moyenne. Ça, c'était indéniable. Ensuite, il avait une qualité de frappe assez exceptionnelle sur terre battue. Il était, avec son coup droit en particulier, capable de faire des ravages au plus haut niveau. Ensuite, il avait une vraie capacité à travailler. Il avait des lacunes ou des fragilités dans son jeu à la volée au début. Et puis, sur le plan mental, il avait une tendance un peu à choisir ses matchs pour se mettre à 100%, et des débuts de match parfois qui étaient un peu longs. Je me souviens de son papa qui disait « Ah, ça y est, il fait encore un début de match diesel ». Donc ça, c'était des points qui ont été travaillés tout au long de sa formation. Alain, c'est mon mentor, en fait. Alain, c'est celui qui me permet de passer des juniors aux seniors. Alain, c'est plus qu'un entraîneur tennis. Enfin, c'est un grand frère et quelqu'un qui a fini un peu mon éducation. Et quand il parle de mes qualités, je pense que finalement, ce qu'il en ressort, et je suis assez honnête, je crois pour aussi pouvoir le dire, si demain tu vas voir les journalistes de l'équipe qui couvrait le tennis à cette époque et que je finis numéro 1 mondial junior et que l'année suivante, je pense que tout le monde m'a vu, une carrière top 10 avec... Enfin, ils ont fondé beaucoup d'espoir, et beaucoup plus que la carrière que j'ai pu finalement avoir. Et c'est une réalité. Alors, est-ce que tout ça s'explique pour ces raisons? Est-ce qu'il y a eu les blessures qui sont venues aussi freiner ma progression? J'en sais rien. Mais je crois que tout est à intégrer. Enfin, tout joue finalement à ce moment-là. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne sais pas s'il n'y a pas presque de la part de certains une déception. Pour ceux qui ne me connaissent pas bien, je pense que c'est forcément une déception. Pour ceux qui me connaissent très bien, ils savent que j'ai toujours été très heureux et que toutes les décisions que j'ai pu prendre jusqu'au moment où j'ai arrêté, je les ai prises de manière totalement clairvoyante avec beaucoup de recul. Et ils ont toujours senti que j'étais sûr de moi. Et que j'étais heureux finalement. Il y a toujours ce truc quand même, le fil rouge, c'est que
après, depuis justement cet épisode malheureux, c'est d'être heureux. C'est d'être heureux. Voilà. Le plus important, c'est d'être heureux. Alors, tu as effectivement cette ascension assez fulgurante. 1997, tu es sacré champion du monde junior, à tout juste 18 ans. Là aussi, c'est quand même une marque de plus sur un potentiel. Alors, tu en as déjà parlé. Est-ce que tu changes à ce moment-là de braquet ? Est-ce que psychologiquement, tes objectifs changent ? Je ne crois pas que mes objectifs changent, en tout cas pas consciemment. C'est-à-dire que moi, c'est ce que je dis depuis le début, c'est-à-dire que j'ai l'impression que tout se passe assez naturellement. J'enchaîne, c'est super et ça se passe bien. Je m'entraîne, je m'éclate, je gagne des matchs, ça suit. Le classement est bon. Je finis donc dans les meilleurs joueurs du monde en junior. Après, ce qui est particulier, ce dont je me rends compte, c'est qu'il y a une attention justement qui est beaucoup plus forte. Les sponsors, les médias, tu sens qu'on s'intéresse un peu plus à toi. Tu commences à gagner de l'argent très jeune. Tout ça est particulier, mais ça m'atteint pas. Quand on connaît mon père, il a les pieds sur terre, il m'a toujours justement aidé. Enfin, moi, je me rappelle, et ça c'est pareil, une anecdote assez rigolote. La première fois que je fais 8e de finale à Roland, c'est en 99, je crois. 4e tour, donc. Je prends un chèque à l'époque. Je crois que je me demande si... Alors, ça a beaucoup augmenté depuis, mais c'était quand même 50 000 €. Et je me rappelle, c'était le début des téléphones portables et tout ça. Et j'ai quand même passé un coup de fil à mon père pour lui demander la permission d'acheter un téléphone à 200 balles. Et c'était ça, en fait. C'est une question d'éducation. Et je lui dis, tu crois vraiment que je peux ? Il a rigolé, il m'a dit écoute, allez, vas-y, fais-toi plaisir, lâche-toi. Voilà. Alors, tu parles de ton père. Il y a ce premier titre à Palerme. On est en 1999. Tu as tout juste 20 ans. Premier tournoi majeur sur la terre de tes ancêtres. C'est un moment inoubliable pour ton papa. Si on me demandait de revivre une semaine de ma vie, c'est une des plus belles semaines de ma vie, tout simplement, que m'a offert Arnaud. Donc, comme vous le savez, on se trouve à Palerme et à 17 km des racines de ma famille. Et pendant tous les matchs, depuis le premier match, il y avait des fans. Dans ce cas-là, on dit tifosi chez nous. Tout le village de Bagheria qui venait dans les tribunes pour le soutenir avec des calicots de tous les côtés. Et alors pour la petite histoire, il est arrivé le dimanche, il devait avoir 39 de fièvre et il a fallu le soigner et petit à petit il s'est remis et il a gagné le tournoi. Quoi vous dire d'autre? Voilà, c'était magnifique. Ah mais c'était dingue comme tournoi, c'est hallucinant parce qu'en fait il m'accompagne quasiment jamais en tournoi et c'est le seul tournoi que je gagne dans ma carrière, donc c'est fou. Alors encore une fois, est-ce que l'esprit à un moment donné se conditionne? Probablement un peu. En plus je bats des joueurs, je bats Berasategui en finale, je bats Correggia, enfin des terriens qui sont pas mauvais à l'époque, et donc je fais un tournoi complètement dingue. Après c'était presque bizarre, donc parce que il m'avait complètement adopté là-bas avec mon nom, donc Di Pasquale en Sicile, le gars de Bagheria, donc du petit bled d'à côté. J'avais le public acquis à ma cause depuis le premier point. Mais c'était presque gênant parce que derrière, moi, je me retrouvais en conf de presse ou sur le terrain. Ils voulaient que je tchatche en italien et tout. Et c'était presque un peu gênant pour moi. C'était un magnifique moment parce que je sentais que je vivais un truc avec mon père qui était là, très, très, très fort. Et que c'était un kiff absolu. Mais c'est vrai qu'il y avait une sorte d'engouement tout d'un coup. On a l'impression que c'était l'enfant du pays qui allait gagner le tournoi. Alors que moi, je me suis senti, et toujours d'ailleurs, très, très français quand même. Il y avait un petit décalage, quoi. J'avais envie de leur dire, et je le disais pas, tu vois, je le gardais pour moi. Je me dis, ouais, bien sûr, oui, tu te sens d'ici. Oui, bien sûr, je me sens d'ici, ouais. Tu parles. Et donc voilà, mais c'est vrai que c'était une semaine complètement folle avec la victoire au bout. Et puis j'ai produit quelques-uns de mes meilleurs matchs de ma carrière. Ouais. Alors l'autre moment sur lequel on revient quasi systématiquement quand on parle de toi, ce sont ces JO de Sydney et cette médaille olympique où tu bats là aussi des sacrés clients avant de taper, au bon sens du terme, Roger Federer pour cette médaille olympique. C'est peut-être le plus beau moment de ta carrière? Ouais, de loin. Bah oui, de loin. Il y a pas photo. C'est-à-dire que, pour le coup, je suis parti en mission. Et ça m'amuse toujours un peu
de le raconter. J'en parle pas si souvent, mais quand on me pose la question, qu'est-ce que tu as ressenti? Je dis, c'est la seule semaine de ma vie où je me suis pris pour Superman. Je pensais sincèrement que j'étais invincible. Alors, c'est très étonnant. Je sais pas si ça arrive dans d'autres sphères, mais j'ai mis le pied, alors que je jouais pas très bien, mais j'ai mis le pied donc à Sydney. Et là, je me suis dit, OK, très bien, il y a quand même 60 millions de Français qui te regardent et qui t'attendent au tournant. OK, t'as pas le droit de te louper. Et c'est comme ça. Premier match, je joue contre Kiefer. Je fais un match moyen, mais lui joue encore moins bien que moi. Bon, tant mieux, ça passe. Et puis, c'est au deuxième match où je joue contre Volchkov, un mec qui avait fait demi à Wimbledon. Je gagne 6-2, 6-2. Et je me sens pousser des ailes. J'ai une cape, je suis un super-héros. Je sors de ce match. Je regarde le staff de l'équipe de France. Moi, je suis 50e mondial, donc je prétends pas à ce moment-là à une médaille. Et je leur dis, je vais être médaillé d'or. Je vais être médaillé d'or. Ils me prennent pas trop au sérieux à ce moment-là. Mais finalement, le truc avance. Et puis, je joue Magnus Norman, je crois qu'il est peut-être 2 ou 3, je sais pas, mondial à ce moment-là. Je perds 5-1 au premier, je reviens, je gagne 7-5, je perds 5-1 ou 5-2 au deuxième. Pareil, je gagne en 2-7, je sors. Mais là, je dis plus rien. Pour moi, de toute façon, ça ne fait pas de débat. C'est-à-dire il peut tout se passer. Tu peux me donner une autre raquette, change de balle, mets-moi sur une autre surface, n'importe quoi. Je gagnerai, je serai médaillé d'or. Il s'est passé un truc avec l'équipe de France, avec le drapeau, avec le fait de croiser aussi les autres athlètes, de sentir que tu représentes une seule et même équipe et que tu dois, je sais pas, rendre d'une certaine manière, je sais pas, ça fait pompeux tout ce que je raconte, à ta patrie, un truc, mais c'est comme ça que je l'ai vécu. À l'intérieur, c'était ça. Et je pouvais me coucher tard. Attention, je n'étais pas non plus chiant au point de me dire « Hop, il est 22h au dodo ». Je partageais ma piole avec Arnaud Clément qui avait perdu. On faisait les cons jusqu'à 1h ou 2h du mat. Mais j'ai quand même perdu. C'est là où la chute est vraiment violente. Quand tu vis ce truc-là, c'est une espèce d'adrénaline où tu es dedans. Et là, quand tu perds, j'étais effondré. J'étais en 1000 morceaux. J'y croyais pas. Alors tu perds en demi contre Kafelnikov, qui joue aussi l'acier et qui, lui, est médaillé d'or. Mais toi, tu as quand même cette place pour le podium et cette médaille de bronze contre un certain Roger Federer qui, à l'époque, commence aussi à laisser entendre qu'il va faire une sacrée carrière. Et quand même. Ouais. En fait, je perds contre Kafelnikov qui intrinsèquement est tennistiquement plus fort que moi. Et il est dans le même état, j'imagine. De grâce. De grâce. Exactement, c'est ça. Donc, malheureusement, j'aurais pu lui passer dessus à la seule condition qu'il ne touche pas cet état de grâce. Et lui en état de grâce, et moi aussi, il reste plus fort que moi. En fait, donc, on a augmenté tous les deux, finalement, je crois, notre niveau de manière considérable. Et donc, je perds en 2-7. Et derrière, il y a devoir se remettre pour la petite finale. Et là, c'est dur. Alors, ouais, c'est le petit jeune qui monte, Roger à l'époque, mais encore fragile. Et on le sait. Et quand j'ai pu revoir quelques images, tu le vois, il s'énerve encore un peu, il est friable. Et c'est un match au couteau qui est hyper compliqué, qui est pas un bon match en termes de niveau de jeu, tellement l'enjeu et la tension sont fortes. Enfin, c'est terrible. On joue pas très bien, on est hyper tendu. Je crois que j'ai des balles de match au deuxième, il gagne le deuxième, je suis breaké au troisième et je m'en sors. Mais je retrouve, et là c'est assez étonnant, à 3-2 breaké au troisième, je fais intervenir le kiné. C'est comme si, pareil, il y a une sorte de bascule. De bascule, mais non, mais ça va, c'est bien pire. C'est pour ça, je crois que c'est pathologique à ce moment-là. Il y a quelqu'un, j'ai l'impression que quelqu'un est venu m'aider. C'est-à-dire qu'il y a un truc, à un moment donné, où t'es pas seul. Ça va plus loin. C'est-à-dire que c'est pour ça que je n'ose même pas trop en parler, vous devez me prendre pour un fou. Mais en fait, il y a un moment où c'est ce que j'ai dit. Et quand j'ai vu des photos, même après, de cette rage, de cette hargne et tout, je me suis souvent dit, mais c'est pas moi qui suis un calme, un mec posé. Là, Là, on peut parler de détermination de tous les instants sans faille, avec cette volonté d'aller au bout. Et donc, il y a la réaction à 3-2, je débreak et je perds plus un jeu, en fait. Et j'aligne les 4 jeux derrière. Donc, c'est fou. Et Roger est effondré, Roger en pleurs. Et d'ailleurs, c'est le soir où il a rencontré sa femme et depuis, il a 4 enfants. Et j'attends toujours un petit merci de sa part, quand même. J'attends toujours. Et puis, cet accompagnement, moi, j'aime à penser que c'était aussi peut-être ta maman. T'en as parlé, tu vas être malheureusement un peu victime de pépins, de bobos physiques à répétition. Tu mets un terme à ta carrière à 27 ans, qui est quand même très jeune. Avant de te demander ta
ton point de vue, j'ai demandé à Alain Solves quel souvenir, le meilleur souvenir qu'il garde de votre collaboration et de cette carrière partagée, et j'aime particulièrement sa réponse. Il y en a beaucoup qui me reviennent. Je pense que celui qui m'a le plus touché, c'est quand il m'a demandé d'être le parrain de sa fille. Alors ça, c'est pas très tennistique, mais ça reste quand même ce qui ressort, moi, de cette relation de... c'est la confiance, c'est l'humain, c'est ce qui me marque, c'est des regards, c'est des événements, c'est des coups de téléphone. Moi, c'est quand on a arrêté de travailler ensemble, parce que voilà, le chemin était fini, c'était qui m'appelle et qui me disent écoute, voilà, j'ai un nouveau, mais viens toi au bord du cours, toi tu connais mon jeu par cœur. Enfin, voilà, c'est cette relation-là de confiance, de fidélité. C'est des stages d'entraînement qu'on est allé faire à la Réunion, qu'on est allé faire au bout du monde pour préparer l'Australie. Voilà, il s'occupait de mes gamins qui étaient bébés, aller jeter dans la piscine. Enfin, moi, c'est plus ces moments de vie-là, ce partage-là. Ça n'a pas été tout ça, ça n'a pas été fait parce qu'il avait battu un jour Sampras ou gagné un tournoi. Ça a été fait parce que la relation humaine est super forte. Et moi, c'est ceux dont je suis le plus fier. Voilà. Ouais, il est tellement dans l'humain, et c'est pour ça que je dis que c'était un mentor, que c'est un grand frère aujourd'hui. Et après, j'ai beaucoup de chance en fait aussi. C'est-à-dire que peut-être que tout est une question de décision. J'ai toujours pensé que dans la vie, tout était décision. C'est-à-dire qu'on prend des décisions, on choisit en fait ses amis, on choisit son entourage, on choisit de s'engager dans une voie. Et alors, est-ce que j'ai bien choisi ou pas? Est-ce que je me suis bien entouré? En tout cas, j'ai l'impression d'avoir autour de moi des piliers un peu partout. Quand j'entends Simon Viau, Simon, c'est plus fort que tout entre nous. On est frères, et j'ai déjà dit ça à mes frères. J'en ai un autre de frangin, c'est Simon. Quand j'entends Alain parler comme ça, je me dis qu'on a tissé quand même un lien qui est indéfectible. Enfin, et quand je vois la relation que mon père a pu développer avec ses 4 enfants, je trouve ça fantastique en fait, et je pense que je suis inspiré en fait et nourri en fait de tout ça. Mais quand je vois qu'il a réussi à rester très équilibré avec 4 enfants très différents, avec des parcours très différents, avec cette confiance en fait qui est finalement un peu aussi le fil rouge finalement de ces échanges et de cet entretien presque. Mais c'est ça, j'ai l'impression d'avoir beaucoup de chance d'avoir ces piliers, ces gens aussi costauds autour de moi. C'est un petit peu ce que je ressens finalement. Même si peut-être que j'ai bien fait de les choisir. Voilà, je les ai bien choisis. Alors dans Allons enfants, on aime aussi parler de transmission, parce que c'est aussi ça, on va dire, l'héritage de l'enfance. Après ta carrière interrompue un peu tôt, même si c'est quelque chose que tu as assumé et sur laquelle, une question sur laquelle tu es très à l'aise, sur le choix et la cohérence de ce choix-là. Tu es devenu directeur technique national pendant 4 ans à la FFT, de 2013 à 2017. C'est donc un métier dans lequel on va identifier et faire en sorte de faire grandir aussi du mieux que possible les jeunes joueurs de tennis français. Ça rejoint un peu ce que tu dis, c'est pas une question piège, mais on parle souvent en France de Yannick Noah, de cette absence de champions qui ont gagné un tournoi du Grand Chelem depuis Yannick en 83. On dit souvent c'est long, pourquoi? Est-ce qu'on a des problèmes de méthodologie, de mentalité, bababa. Mais ce que j'aime dans ton discours, c'est aussi ça, c'est que finalement, oui, on peut devenir des champions, mais pas uniquement en gagnant des tournois. Alors là, ça dépend du sujet que tu veux aborder. Mais tu as complètement raison. Après, c'est beaucoup plus global. Et c'est pas juste la victoire finale. Mais en même temps, est-ce qu'on veut gagner des grands chelems? C'est toute la question, je pense, quand on est sur l'accompagnement de jeunes joueuses, de jeunes joueurs. Et qu'on est une fédération française de tennis avec l'intégrité physique, l'intégrité morale aussi, enfin des athlètes que tu entraînes, tu dois respecter un peu tous ces environnements, c'est pas simple. J'ai ma façon de voir les choses, évidemment. Je pense qu'après, il faut avoir une part d'envie, il y a une part d'inné, je crois, qui doit être très forte. Et en fait, plus le temps passe et plus je me dis, oui, tu développes des qualités quotidiennement pour aller sur la plus haute marche du podium, mais il faut que ce soit très ancré, il faut que ce soit dans tes tripes. Et on l'a tous plus ou moins. Mais si tu l'as un peu moins, tu peux pas y arriver. Donc, pour revenir, est-ce que
Yannick Noah, c'est loin. Est-ce que demain, on en regagnera? La fédération joue un rôle, évidemment, mais après, c'est un truc qui est très personnel, en fait, qui est très singulier, qui appartient à l'athlète. Et c'est l'athlète qui doit entreprendre, qui doit créer, en fait, les conditions de la performance. On a, malgré tout, cette année, 4 Français qui étaient demi-finalistes à Roland-Garros, junior. Ouais. On a donc eu 4 mousquetaires version de 2021. On les nomme quand même, c'est Arthur Fils, Giovanni Perricard, Sean Quenin et Lucas Van Hache qui a remporté Roland-Garros cette année, tous âgés de 16-17 ans. C'est quand même des gens, des joueurs, des personnes qui ont été sur ton chemin au moment de la DTN. Ouais, tout donc à fait. Oui, il y a du potentiel. Tout à fait. En fait, moi quand j'ai récupéré la DTN, en gros, de manière très stratégique, on se disait oula, attention, il va y avoir un creux générationnel. On a quand même quelques joueurs qui sont vieillissants. Il va falloir mettre le paquet sur la formation. Donc c'est très simple. On a pris les moyens qu'on allouait sur certaines catégories pour les mettre vraiment, pour réamorcer la pompe, pour dire, OK, à partir de la détection, c'est les 8-10 ans, donc dans les ligues, ça se passe, et là, il faut qu'on soit vraiment, vraiment très bon. Et on pose des jalons vraiment tout au long de ce parcours. Et je suis hyper, content. Et alors après, ils sont encore loin du compte, attention, il ne faut surtout pas créer victoire, mais c'est vrai que c'est super, c'est bien, le travail dans la continuité a été fait derrière par la direction technique qui m'a succédé, donc ça c'est important aussi, mais c'était vraiment le plan d'action qui avait été mis en place. Donc, c'est bon de voir, évidemment, que ça a pris et qu'on a 4 joueurs, en effet, chez les juniors qui sont en demi-finale. C'était jamais arrivé par le passé, donc avec des potentiels très forts. Mais c'est maintenant que ça se joue, en fait. Et c'est là, en fait, que entre être un champion comme moi je l'ai été et être un vainqueur de Grand Chelem, il y a une grande différence encore. Et c'est maintenant qu'il va falloir que individuellement ils s'accomplissent. On doit plus se faire porter à un moment donné. On ne doit pas être poussé par qui que ce soit. Je pense que c'est à eux aussi d'en prendre conscience. Alors après, il faut être aidé. Il faut qu'il y ait du monde autour. L'entourage joue un rôle capital. Mais je crois que c'est ces fameux détails, justement, dont on parle souvent, qui font la différence, qui se jouent maintenant, là, sur les 2-3 prochaines années. Moi, j'ai tendance à dire, moi, j'étais passionné, mais j'étais pas habité. Je voulais pas être habité non plus, Attention, mais pour gagner aujourd'hui des grands chelems, parce que si c'est de ça dont on peut parler aussi, il faut être habité. Voilà. Il faut penser qu'à ça. Il faut vivre tennis matin, midi et soir. Au fond, c'est pas facile. C'est aussi une réalité. C'est-à-dire qu'on a beau dire, ouais, la chance, ouais, mais c'est pas facile, quotidiennement, quand tu as entre 18 et 25 ans, d'être juste hermétique à tout ce qui se passe autour. C'est dur. Voilà, tu as aussi envie de vivre d'autres choses, de rencontrer du monde, de parfois faire des petites conneries. Ça fait partie, je pense, de ton apprentissage, mais c'est pas pour autant que t'es pas un mec bien, ça c'est sûr, et pas un champion non plus. Mais gagner des grands chelems, faut l'avoir en soi et au plus profond de ses tripes. Alors avant de se quitter, un petit mot sur tes nouvelles fonctions. Tu es directeur du padel à la FFT. C'est une discipline en plein développement qui marche très bien aussi chez les jeunes. Est-ce que tu peux nous faire juste un petit point sur cette discipline? Alors, petit point très rapide, c'est la combinaison en fait du tennis et du squash. Le padel, c'est un sport en plein essor, en pleine expansion, en tout cas en pleine effervescence. C'est accessible, c'est ludique, c'est sympa, tout le monde s'éclate. Je veux que tout le monde dans cette pièce s'y mette très rapidement. Et donc, je développe aujourd'hui cette activité en partant un peu d'une feuille blanche. Donc, c'est assez génial de sentir justement un peu un sport en ébullition où tu dois construire le champ un peu de la compétition, le champ du loisir, des écoles de padel pour les plus jeunes, de faire découvrir plus. C'est une religion, c'est une culture. En Espagne, par exemple, où il y a 4 ou 5 millions de pratiquants, ce qui est colossal. En France, on avance à notre rythme, doucement, mais c'est en train de prendre et on a des projets surtout super ambitieux. Moi, je le pratique depuis 4 ans maintenant.
je me régale et je trouve que c'est... Et tu l'avais découvert à Casa? Exactement, ouais, bravo, exactement. Découverte pour à mes 10 ans. 10 ans de mariage, ouais, on n'en a pas parlé de tout ça, mais 10 ans de mariage, c'est là que je découvre le padel. Et c'est là que, oui, de retrouver finalement le padel aujourd'hui qui devient finalement un peu ma vie maintenant, je trouve ça assez génial, ouais, avec un groupe de potes finalement qui s'y sont tous mis. Et c'est là qu'en effet, c'est né au CAF justement, où ils en ont mis quelques-uns à la place des fameux cours 16, 17, 18, sur lesquels on jouait quand on était minot. Elle est belle l'histoire. Bon, on est obligé quand même aussi de parler du papa que tu es désormais. Tu as évoqué tes 2 enfants, Arthur et Romy. Quel genre de papa tu es? On écoute ton papa. C'est un papa exceptionnel. Ça, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je tiens à ce qu'on le souligne. C'est un père exceptionnel. Je ne pouvais pas imaginer un père aussi proche de ses enfants. Il est capable d'avoir eu une journée pourrie, une nuit à commenter un match sur Eurosport jusqu'à 4 heures du matin et se lever pour préparer le petit-déj de ses enfants, les accompagner en classe, aller bosser, aller les chercher pour des raisons si sa femme ne peut pas le faire, et tout ceci avec le sourire. Voilà, je ne sais pas comment il fait, j'en étais incapable. Donc, je ne sais pas comment il fait. C'est le papa gâteau. Alors c'est évidemment très touchant, mais si on recontextualise un petit peu, finalement, si je suis devenu ce papa exceptionnel comme il le dit, je crois que c'est parce que on a tous un héritage en fait, et qu'on a tous un modèle, et qu'on a tous à la fin quelqu'un finalement qui nous sert d'exemple. Et moi, clairement, avec le recul, et j'ai beaucoup pensé, c'est quelque chose qui m'a souvent fait réfléchir. Je crois que même si on a tendance à refouler parfois un petit peu pendant quelques années la manière ou les méthodes de nos parents, à un moment, on le prend en boomerang dans la figure, ça nous revient dessus. Et si je suis devenu en effet le père exceptionnel qu'il dit, enfin, même si tout ça paraît assez normal de s'occuper autant de ses enfants et d'en faire autant, c'est parce que lui a été exceptionnel avec nous, parce que lui, en fait, nous a vraiment transmis au-delà de cette espèce d'équilibre, de confiance, d'équité entre chacun. C'est aussi, je crois, quand je parlais, j'ai dit aussi, c'est un pilier, mais il nous a donné le sens des responsabilités, le sens de la famille. Et c'est quelque chose de très fort. Moi, j'ai toujours vu quelqu'un de très solide face aux difficultés. Il nous a jamais rien montré. Et de la même manière, je crois qu'à mes enfants, je ne leur montre que le positif, que le bon, en fait, que les sourires. Et ce cocon, en fait, qu'il a créé avec ma maman, dans un premier temps, avec ensuite la femme qu'il a épousée, dans un second temps. Il n'a eu que 2 femmes, et j'ai cette image. Et moi, aujourd'hui, cet esprit de famille, avec ma femme, avec laquelle je suis depuis 18 ans maintenant, c'est une stabilité, en fait, qui m'est essentielle. Et je pense que c'est vraiment dû à ce que j'ai pu voir tout au long, justement, de ma jeunesse, cette espèce de stabilité, de force, de puissance d'une certaine manière, et ce sens des responsabilités aujourd'hui, je l'ai plus que tout. C'est-à-dire que c'est un truc qui m'anime quotidiennement en me disant ce qu'il y a de plus sacré, c'est la famille, c'est ma femme, c'est mes enfants. Voilà. Et donc, j'ai beau être exceptionnel, mais finalement, si je le suis, c'est aussi en partie grâce à lui. Merci papa. Évidemment. Arnaud, on va finir avec la question signature d'Allons Enfants. On est là, tu es là avec nous, et face à toi se trouve Arnaud, ce petit garçon qui a tout juste 12 ans, qui quitte le Maroc et qui va se retrouver pour la première fois de sa vie en France, un peu seul, pour jouer au tennis. Avec le recul, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire ? Eh bien, plein de choses, en fait, parce que c'est facile de dire ça maintenant à 42 ans et de s'adresser à un jeune qui a la vie devant lui. Mais voilà, ma petite expérience serait de lui dire évidemment de profiter, de croquer la vie. Mais j'ai envie de lui dire de
découvrir le monde, en fait, de voyager, de rencontrer des gens, de prendre des décisions. En fait, peut-être qu'une de mes hantises, c'est la routine. C'est de pas faire de choses, c'est de subir un peu la vie. C'est moi ce que j'adore en fait dans ma vie, c'est d'avoir plusieurs vies en une vie. Et je crois que c'est une chance d'avoir la possibilité comme ça de pouvoir faire des choses, rebondir, aller vers s'orienter vers d'autres vers d'autres horizons et découvrir. Donc je lui dirais de prendre des décisions, de faire des choix, d'oser d'une certaine manière, de tomber parfois, de se relever évidemment, mais de tenter des choses et surtout de pas rester à attendre, de pas être attentiste et d'y aller et d'avancer, mais et de voyager. Enfin, moi je pense que les rencontres c'est l'ouverture, c'est donc voyager, c'est évidemment, je me cale un petit peu sur mon vécu parce que j'ai fait le tour du monde, je pense, 10 ou 15 fois à travers ma carrière. Et je crois que c'est une chance, c'est de pouvoir parler plusieurs langues, c'est de pouvoir s'intéresser aux gens, aux autres à différentes cultures. Ouais, ce que j'aurais envie de lui dire, c'est vas-y, fais-le à fond, bien entendu. Après, tu y arrives, tant mieux. Mais quoi qu'il arrive, tu apprendras beaucoup. Voilà, tu apprendras beaucoup. À la seule condition que tu restes vraiment très ouvert d'une manière très globale. Voilà ce que je lui dirais au jeune Arnaud de 12 ans. Je lui dirais de s'éclater et d'avoir le sourire. Allez Arnaud, allez mon grand. Merci. Merci d'avoir été un enfant de plus pour nous à Allons Enfants. Et merci Arnaud, ça c'est plus perso, d'être le chic type que tu es. Allons Enfants est un podcast Engel présenté par Romain Ballan. Abonnez-vous pour découvrir nos prochains épisodes. Production et réalisation, Raphaël Fruchard. Ingénieur du son, Thomas Gabriel. Coordination de production, Alix Pénichon.